Michael Jordan, un nom qui résonne avec excellence, victoire, résilience, mais surtout génie du basketball. Mais derrière la légende, en fait, se cache une histoire de persévérance, de dévouement, de succès, mais surtout d'apprentissage constant. Loin de naître au sommet, Michael Jordan a gravi les échelons un à un, faisant face aux échecs et aux doutes. Imaginez un adolescent, le cœur lourd, rentrant chez lui après avoir été rejeté de l'équipe de basketball de son lycée. Ce jeune homme, c'est Michael Jordan. Une épreuve qui aurait pu le briser, mais qui en fait a allumé en lui une flamme qui a duré toute sa carrière. Au lieu de se laisser abattre, il a utilisé ce rejet comme un carburant. Il s'est entraîné par la suite sans relâche en perfectionnant son jeu jour après jour. Cette histoire du rejet initial est cruciale en fait dans le succès de Michael Jordan et elle est cruciale aussi pour nous parce qu'elle est très riche en enseignements. Elle nous rappelle que même les plus grands talents doivent faire face aux obstacles. Contrairement à ce que nous pensons dans l'imaginaire populaire, nous pensons souvent qu'ils n'ont aucun obstacle. En fait, Michael Jordan comme Ronaldo et d'autres ne sont pas forcément des génies nés. Ils sont le fruit d'un travail acharné, d'une soif d'apprendre et d'une volonté de s'améliorer constamment. C'est là qu'intervient la loi du processus. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le leadership, en fait, comme l'excellence sportive, se construit progressivement. Et pour quelqu'un qui essaye depuis quelques semaines, quelques mois, au travers de ces vidéos, de développer son leadership, voilà la réponse. Vous ne serez pas un leader du jour au lendemain. Et Michael Jordan l'a compris très tôt. Que ce soit en leadership ou en sport, pour atteindre l'excellence et le haut niveau, il faut passer par un cheminement continu, par un engagement quotidien envers votre croissance personnelle. Dans cette vidéo, donc, nous allons explorer comment la loi du processus a façonné la carrière de Michael Jordan, mais surtout comment ces principes peuvent inspirer les leaders d'aujourd'hui à cultiver leur propre croissance personnelle pour atteindre leurs objectifs et celui de leur équipe. Qu'est-ce que la loi du processus? La loi du processus, c'est un principe qui a été popularisé par John C. Maxwell. En fait, la loi du processus est un principe fondamental dans plusieurs domaines. Nous l'avons vu, le leadership de sport, la carrière professionnelle en entreprise, artistique et autres. Elle est la même. Elle stipule que la croissance personnelle et notamment le leadership ou l'excellence ne sont pas des événements spontanés. Ça n'arrive pas en une fois. C'est un processus continu qui nécessite du temps, de la patience et des efforts constants. La loi du processus repose sur des principes clés ou des piliers qui guident le développement du leadership. En fait, ces fondements ne sont pas des théories, mais ce sont des principes éprouvés qui ont permis à de nombreux leaders de parvenir au sommet, mais aussi de s'y maintenir. Explorons ensemble certains de ces piliers. Le premier, c'est le développement quotidien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le leadership n'est pas un événement ponctuel. On ne devient pas un leader après avoir essayé pendant un jour, pendant 2 jours. On devient un leader en faisant de la quête du développement de son leadership une habitude quotidienne. Les véritables leaders sont le fruit de petites améliorations constantes qui, au finish, apportent les grands résultats que vous voyez. Le deuxième pilier, c'est celui de la croissance personnelle. En fait, les véritables leaders s'engagent, je dis littéralement s'engagent à leur croissance et à leur propre développement. C'est pour ça que vous allez voir que les véritables leaders sont des apprenants continus. Ils ne cessent jamais d'apprendre. Et s'engager dans sa croissance personnelle ou s'investir dans sa croissance personnelle, ça signifie en fait développer de nouvelles compétences, mais surtout améliorer celles que nous possédons déjà. Le troisième pilier, c'est la patience et la persévérance. En fait, le chemin du leadership est long et il est pavé d'embûches. La patience et la persévérance sont donc essentielles. Elles sont essentielles pour surmonter les difficultés. Elles sont essentielles pour poursuivre le chemin malgré tous ces challenges et ces défis-là. Si nous prenons le cas de Michael Jordan a notamment raconté qu'il a souvent raté 3 sur 5 des paniers stratégiques qui lui étaient confiés, c'est-à-dire des paniers qui lui étaient confiés quasiment à la fin du match et qui auraient pu changer le cours du match pour son équipe. Mais ça n'a pas empêché de continuer de prendre ces paniers stratégiques-là parce qu'il était un leader. Le quatrième pilier, qui est un pilier très important, c'est celui de l'effet cumulé. En fait, ce principe est mis en lumière par Darren Hardy dans son livre du même nom, l'effet cumulé. En fait, ce principe souligne l'impact de l'accumulation des petites actions quotidiennes constantes dans le temps. Il s'agit pour le leader de comprendre que les choix apparemment insignifiants qu'il va poser au quotidien, qu'ils soient positifs ou négatifs, s'additionnent d'abord d'une part et ensuite elles auront un résultat majeur à long terme. Nous l'avons vu tout à l'heure, la croissance personnelle est au cœur de la loi du processus. Et je voudrais consacrer cette troisième partie à la croissance personnelle qui est un élément très important. Les leaders doivent s'engager à grandir. Si vous êtes un leader,
vous devez avoir un plan de croissance personnelle. Vous devez identifier des opportunités de croissance, des opportunités d'amélioration, des compétences approfondies, des compétences à développer. C'est indispensable. Et parmi les compétences à développer, on a des compétences essentielles pour le leader. Le leader comme la communication, la résolution de problèmes, la prise de décision ou encore la gestion du stress. Quels en sont les avantages pour un leader qui s'investit dans sa croissance personnelle? Premièrement, c'est que ça augmente sa confiance en lui. En fait, au fur et à mesure que le leader acquiert de nouvelles compétences, il devient plus confiant dans ses capacités à gérer l'équipe et dans ses capacités à amener l'équipe aux buts qui sont fixés. Ça permet au leader ensuite aussi d'améliorer sa prise de décision. En fait, un leader qui est pleinement engagé dans son développement personnel, il est plus enclin à prendre des décisions éclairées parce qu'il a plus d'informations, il a plus de capacités sur la prise de décision et il est plus enclin à trouver ou il a plus d'attitude pour trouver les bonnes informations qui vont lui permettre de prendre ces décisions-là. Et troisièmement, bien sûr, le leader devient beaucoup plus inspirant. Meilleur est le leader et forcément, il est plus inspirant pour ses équipes et forcément, il est plus facile pour lui de leader et de conduire ces équipes-là. Et quatrièmement, enfin, c'est certain que quand vous vous engagez sur la voie de la croissance personnelle, vous obtenez du succès. Ça, c'est une certitude. Les leaders qui investissent dans leur croissance personnelle réussissent beaucoup mieux et beaucoup plus. Et surtout, ont un succès qui est beaucoup plus durable dans le temps que les autres. En plus de cela, ils sont mieux équipés pour faire face au changement, pour innover et pour amener l'organisation dans une nouvelle dimension. Revenons à la loi du processus. Quelles sont les étapes du processus de croissance? Pour développer le processus de croissance, il y a globalement 4 étapes et un bonus, qui est un point très important dont je parle toujours. Restez connectés, je vous en reparle. La première étape, en fait, pour se mettre sur le chemin de la croissance personnelle, c'est la conscience de soi. Il faut que vous sachiez qui est-ce que vous êtes vous-même. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos motivations? Ce sont ces éléments, en fait, qui vont vous permettre, en quelque sorte, d'identifier votre point de départ à un moment donné vers la croissance personnelle. Pour le faire, donc, vous pouvez tenir un journal dans lequel vous recensez les succès, les échecs, vous méditez, ou alors vous pouvez solliciter des feedbacks d'autres personnes, de collaborateurs, de coachs, de mentors, pour pouvoir, voilà, améliorer la conscience que vous avez de vous-même. La deuxième étape, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire le processus d'acquisition des connaissances. En fait, une fois que vous vous connaissez, vous identifiez les connaissances dont vous avez besoin et ces connaissances, vous allez acquérir ces connaissances et ces compétences. Pour le faire, vous allez le faire par la lecture, vous allez le faire par des formations, vous allez le faire en regardant des vidéos comme celle-ci, vous allez le faire par le mentorat, c'est-à-dire que vous allez demander à quelqu'un de beaucoup plus expérimenté que vous dans le domaine, vous allez lui poser des questions, vous allez le faire au travers de différents autres canaux. Et même, vous pouvez le faire au travers de la mise en pratique, même si c'est une étape à part entière. Donc, mon conseil, c'est de rechercher continuellement des opportunités d'apprentissage. Un leader qui passe 1 mois, 2 mois, 3 mois sans apprendre une chose nouvelle, moi, il y a un problème. La troisième étape qui est importante, qui fait la transition, donc entre la deuxième et la quatrième, c'est l'application. Vous avez acquis les connaissances à la deuxième étape, mettez-les en pratique. Vos connaissances n'ont aucune valeur si vous ne les mettez pas en pratique. Il est donc crucial, indispensable pour être sûr que vous allez vous développer ou que vous vous êtes développé. Et la quatrième étape, en fait, c'est la maîtrise. En fait, avec la pratique, les leaders peuvent atteindre la maîtrise des compétences sur lesquelles ils ont travaillé pendant un certain temps. Cependant, la maîtrise n'est pas une fin en soi, il faut qu'on se le dise. Les leaders doivent continuer, malgré, entre guillemets, la maîtrise, ils doivent continuer à apprendre et être attentifs au changement. Quelqu'un qui avait la maîtrise de la comptabilité, lorsque la comptabilité était manuelle, sera complètement perdu dans un environnement où la comptabilité devient automatisée et informatique. C'est la raison pour laquelle la maîtrise n'est pas une fin en soi. Il faut rechercher continuellement la possibilité de se perfectionner, être attentif au changement dans les domaines que vous maîtrisez déjà. Le cinquième point d'apprentissage, c'est l'importance de l'échec. Pourquoi je cite l'échec ici? Ce n'est pas un point à part. En fait, c'est un élément qui rentre dans les 3 principales clés d'apprentissage. Que ce soit durant la phase d'apprentissage, durant la phase d'application ou durant la phase de maîtrise, en fait, vous connaîtrez des échecs. Il est très important pour pouvoir véritablement croître, pour que la loi du processus produise des effets en vous, que vous intégrez l'échec comme une variable, comme un événement normal. L'échec doit devenir normal pour vous.
Prenons juste l'exemple d'Amazon. Pendant quelque temps, Jeff Bezos était l'un des hommes les plus riches de la Terre. Mais saviez-vous que Amazon connaît ou échoue littéralement 8 projets sur 10 qu'il lance? Mais ce sont les 2 projets sur 10 qui réussissent, qui font de lui l'homme le plus riche, ou qui ont fait de lui l'homme le plus riche de la Terre à un moment donné. Donc ne prenez pas l'échec comme une fin en soi. Intégrez-la au processus d'apprentissage. C'est nécessaire et c'est indispensable. Prenez l'échec comme une opportunité d'apprentissage sur ce que vous ne savez pas encore, sur ce que vous ne savez pas encore faire correctement, sur ce que vous ne maîtrisez pas ou sur ce que vous ne maîtrisez plus. En fait, les étapes du processus de croissance que je vous ai citées, à savoir la connaissance de soi, l'apprentissage, l'application ou la maîtrise, vous offrent une feuille de route pour développer votre leadership. En suivant ces étapes, mais surtout en apprenant de vos échecs, en tant que leader, vous allez progresser régulièrement sur vos objectifs. Enfin, dans une dernière partie, je voudrais que nous parlions des 4 étapes de l'apprentissage d'une nouvelle compétence. C'est important de maîtriser ces 4 étapes parce que ça vous permet de savoir où est-ce que vous vous situez et comment est-ce que vous pouvez arriver plus loin. Les 4 étapes de l'apprentissage, il existe en fait de nombreux modèles théoriques qui expliquent comment se déroule l'apprentissage. L'un des modèles les plus populaires est celui des 4 étapes de l'apprentissage qui a été développé par Abraham Maslow, le célèbre psychologue. La plupart d'entre vous connaissent la pyramide de besoins de Maslow. En fait, le modèle des 4 étapes d'apprentissage décrit les étapes par lesquelles les individus passent jusqu'à acquérir la maîtrise complète d'une nouvelle compétence. La première étape, c'est l'incompétence inconsciente. Vous ne savez pas que vous ne savez pas. Dans cette première étape, littéralement, comme c'est dit, l'apprenti ne sait pas qu'il ne sait pas. À ce stade, nous ne sommes pas conscients de notre ignorance. Nous ne savons pas que nous ne savons pas. Appliquons cet exemple au domaine de l'IA. En fait, c'est le cas d'une personne qui n'a jamais entendu parler de l'intelligence artificielle. Elle ne connaît pas les applications de l'intelligence artificielle. Elle ne sait pas que plusieurs des applications ou des outils qui figurent, qui sont dans son téléphone, utilisent de l'intelligence artificielle. Donc, cette personne est incompétente vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Elle ne sait pas qu'il y a un vaste étendue d'applications ou un champ d'étude de l'intelligence artificielle. Dans cette phase-là, la personne peut avoir 2 attitudes. Soit une certaine humilité naturelle. En fait, cette humilité naturelle ne vient pas de ce que la personne se sous-estime, mais simplement de ce qu'elle n'est pas encore consciente de ce qu'elle ne sait pas, ou des compétences ou des connaissances qui lui manquent. L'autre attitude que la personne peut avoir, c'est celle de l'orgueil. Et en fait, c'est une forme d'orgueil inconscient que vous trouvez chez beaucoup de personnes qui sont incompétentes. En fait, ces personnes-là surestiment les compétences qu'elles ont et les connaissances générales qu'elles ont, en pensant qu'elles savent déjà tout ce qu'il faut savoir sur un sujet, et même que leur ignorance n'est pas si importante que cela. La deuxième étape, c'est l'incompétence consciente. Ici, vous vous dites, je sais que je ne sais pas. En fait, à ce stade, vous prenez conscience de votre ignorance. Vous savez que vous n'avez pas les compétences pour faire telle ou telle chose. Vous savez que vous ne savez pas utiliser Excel, que vous avez des limites dans l'utilisation d'Excel. Vous ne savez pas présenter correctement un document sur Word. Vous ne savez pas comment faire une analyse financière. Vous ne savez pas comment monter un business plan. Vous pouvez à ce stade ressentir de l'humilité, de la curiosité et parfois même un peu d'appréhension par rapport au sujet. Cette étape que naît la motivation pour l'apprentissage. Si l'on reste sur le cas de notre personne qui découvre l'IA, en fait, ce qui se produit à cette étape, c'est que la personne entend parler de l'intelligence artificielle et elle commence à examiner de façon un peu plus approfondie l'intelligence artificielle, ce que c'est. Elle va lire des articles, elle va assister à des conférences, elle va discuter avec des personnes de l'intelligence artificielle et donc en le faisant, elle va réaliser l'étendue de ce qu'elle ne sait pas sur le domaine de l'intelligence artificielle. En termes d'attitude, généralement à ce niveau, l'humilité, c'est l'attitude qui correspond le plus aux personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes prennent conscience de leur ignorance et, entre guillemets, de leur petitesse, je dis entre guillemets, elles réalisent l'ampleur de ce qu'elles ne savent pas. Si, par contre, la personne est orgueilleuse à cette étape, c'est complètement fini. Elle n'ira pas plus loin que cette étape. Pourquoi? Elle sera incapable d'apprendre parce qu'elle va refuser de reconnaître son incompétence. Et ça arrive tellement souvent dans des organisations. Vous avez des personnes qui refusent d'accepter qu'elles sont limitées afin de pouvoir apprendre et se développer. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez rien faire. Elles freinent complètement leur développement. La troisième étape, c'est la compétence consciente. Vous vous dites, je sais que je sais. En fait, à cette étape, vous êtes consciente de ce que vous savez sur le sujet. Mais cette conscience-là, en fait, vous amène à faire des efforts pour appliquer tout ce que vous savez. C'est-à-dire, si on revient sur le cas de l'intelligence artificielle. Donc, la personne a commencé à étudier l'intelligence artificielle et la personne sait faire des choses dans le domaine de l'intelligence artificielle. Elle sait rédiger des prompts, elle sait faire de la programmation, elle sait créer des agents IA et ainsi de suite. Cependant, ce qui caractérise cette étape par rapport à la dernière, c'est que la personne doit se concentrer en fait pour faire chacune des choses qu'elle a à faire. Et en termes d'attitude, ce qu'on voit souvent, c'est qu'à cette étape, si on ne fait pas attention, l'orgueil commence à se manifester. On peut commencer à penser qu'on est suffisant, qu'on en sait assez, alors qu'on n'a pas atteint le stade ultime et qu'il y a encore de la place pour la progression. Donc,
Donc ici aussi, en termes d'attitude, l'humilité reste importante parce que vous n'êtes pas arrivé. Il y a encore de la place pour progresser. L'humilité va vous permettre de garder votre capacité d'apprentissage. Elle va vous permettre de vous améliorer. Elle va vous permettre d'accepter les critiques constructives. L'orgueil excessif peut vous stopper à cette étape. Vous arrêtez au niveau de connaissances que vous avez déjà. La dernière étape, c'est la compétence inconsciente. Ici, littéralement, vous vous dites, je ne sais pas que je sais. En fait, à ce stade, vous avez atteint un haut niveau de compétence. Vous avez une certaine maîtrise ou vous avez une maîtrise avancée des sujets. C'est même devenu d'ailleurs, ces sujets vous imprègnent tellement qu'ils sont devenus une habitude. Ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus besoin de faire des efforts pour travailler dans ce domaine ou pour utiliser les compétences. Vous le faites de façon inconsciente. Ce qui se passe souvent, que lorsque vous interagissez avec des personnes qui ont des compétences inconscientes, c'est que vous leur posez des questions ou vous leur demandez si elles maîtrisent certains sujets, elles vont vous dire non. Soit parce qu'elles connaissent l'étendue des sujets et qu'elles connaissent leurs compétences, soit parce que leur compétence est tellement ancrée en elles-mêmes qu'elles n'imaginent même pas combien elles sont compétentes. Et généralement, leurs compétences se manifestent lorsque vous leur demandez de pratiquer. C'est-à-dire, vous posez la question à quelqu'un de savoir, par exemple, si c'est rédiger un dossier d'appel d'offres, il vous dit non. Mais par contre, quand vous lui demandez de rédiger un dossier d'appel d'offres, vous vous rendez compte qu'il est meilleur que toutes les personnes qui disent qu'elles savent rédiger. Peut-être parce que lui, il est tellement inconscient de tout ce qu'il sait par rapport à la rédaction d'un dossier d'appel d'offres que, bon, lui, il ne le fait pas en réfléchissant. Ou encore, il est tellement conscient de ce que la rédaction d'un appel d'offres regroupe différentes thématiques problématiques et qu'il n'en maîtrise qu'une partie, qu'il ne réalise pas qu'il est expert dans la partie qu'il maîtrise. C'est l'une des deux possibilités. Donc, vous pouvez le voir, ou en ayant compris les 4 phases de l'apprentissage, que c'est un cycle par lequel vous allez passer, ou par lequel vous devez passer si vous voulez grandir dans la loi du processus. Et la loi du processus, c'est une boussole pour le leader. Vous devez la connaître. Vous devez la voir en vous. Vous devez en être pleinement conscient. Ça va vous rendre patient, déterminé qu'entre votre désir de devenir un leader, ça va vous donner de persévérer et de faire ce qu'il faut, que chaque jour, jour après jour, que vous vous améliorez, même si c'est simplement d'1%. Et en embrassant la loi du, je peux vous dire avec certitude que là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas là où vous serez le 31 décembre 2020. Alors faites-le dès maintenant.